Alors, je vais d'abord parler des voix. Je pourrais parler des espèces, de pas mal de choses, je vais parler des voix. Les voix, nous les connaissons. Notre référence, ce sont toujours quatre voix. Deux voix d'hommes, deux voix de femmes, qui sont à peu près équivalents à une octave de différence. La basse, le ténor, l'alto, le soprano. Pourquoi je les évoque? Ça semble absolument évident. Basse, ténor, alto, soprano, nous ne parlons que de ça dans toutes les études d'écriture. Ce que je veux dire en réévoquant ces voix, c'est souligner leur aspect extrêmement concret. Combien de fois j'ai dit, nous imaginons dans notre studio, dans notre pièce où nous travaillons, nous ne voyons pas la musique comme une chose désincarnée qui est sur le papier, même si c'est un aspect. C'est vrai qu'on écrit quand on fait le contrepoint, on est sur le papier. Bon, on joue aussi sur le clavier, on réécoute les lignes mélodiques, soit qu'on a écrites, soit la ligne mélodique donnée. Certes, mais il faut aussi faire cet effort d'imagination, d'entendre quatre voix avec quatre personnes présentes dans la pièce où on travaille. Alors attention, je parle de 4. Ce 4, c'est la caractéristique de l'écriture harmonique, puisqu'on fixe le travail en harmonie essentiellement sur 4 voix. Pour le contrepoint, pas du tout. On commence pendant une période assez longue, ça dépend du temps qu'on y consacre, on travaille essentiellement à 2 voix, simplement 2 voix. Donc on fait un travail à 2 voix, puis après avoir en quelque sorte épuisé le sujet, on ne l'épuise pas complètement, mais après l'avoir bien travaillé, on passe à 3 voix, et passant à 3 voix, on passe à une étape de nature complètement différente. Il faut bien le comprendre. Ayant travaillé à 2 voix, j'étais dans un monde à 2 voix, avec toutes ses contraintes, mais aussi ses libertés, sa qualité, sa nature particulière. Je passe à 3 voix, c'est comme si je passais vraiment dans un autre monde. Donc on fait cette étape-là de passer à 3 voix, et bien sûr après on arrive à 4 voix. 4 voix, le contrepoint est déjà très complexe, parce que comme c'est la linéarité qui prévaut, ça n'est pas la facilité, entre guillemets, facilité verticale de l'accord. Je ne conçois plus seulement l'accord, je conçois les lignes, et les lignes parfois vont même jusqu'à se croiser, donc c'est tout un autre monde. Il faut savoir que 4 voix est déjà très complexe. Très rapidement, je vais dire, après on travaille à 5 voix, on travaille à 6 voix, on travaille à 7 voix, et on va travailler jusqu'à 8 voix. 8 voix, c'est énorme. Il faut reconnaître que c'est énorme. J'ai moi-même, d'ailleurs, je l'avoue humblement, peu pratiqué le travail à 8 voix. Alors, il y a les 8 voix, je serai rapide sur les 8 voix. Les 8 voix sont 8 voix réelles ou bien 4 et 4, c'est-à-dire ce qu'on appelle le double chœur. Entre parenthèses, le double chœur était une pratique, c'est bien connu, une pratique vénitienne à l'époque de la basilique Saint-Marc au XVIe, XVIIe siècle, avec les Flamands qui étaient Willaert, etc. Ils étaient nombreux les Flamands en Italie, enfin Italie, à Venise, hein, l'Italie n'existait pas dans son état actuel. Et la pratique à l'époque, du fait de l'étendue de la basilique, était d'écrire pour 2 chœurs qui se répondaient l'un l'autre. Donc la pratique du double chœur est un peu différente de la pratique des 8 voix strictes. Voilà. Donc on va jusqu'à 8 voix, mais moi je conseille pour tous les étudiants de s'arrêter déjà à 4. Avoir fait des études de contrepoint en allant jusqu'à 4 voix, c'est déjà, ma foi, très très bien. Je reprends maintenant mon propos sur les voix. Si j'écris, alors je vais écrire ici, je vais le mettre ici, on travaille. Et cette tradition, évidemment, remonte au Moyen-Âge et perdure chez Jean-Sébastien Bach, évidemment. On travaille à partir d'une mélodie donnée. Ça n'est pas le compositeur qui écrit cette mélodie, c'est le compositeur prend cette mélodie, il puise cette mélodie dans le corpus, dans le recueil immense, à l'époque ancienne du chant grégorien, des hymnes, enfin des lignes mélodiques grégoriennes, qui sont elles-mêmes dans différents tons. On appelait premier ton, deuxième ton, troisième ton, quatrième ton, jusqu'à 8, évidemment, j'y reviendrai aussi très rapidement. La tradition, c'est de prendre une ligne préexistante, c'est-à-dire ce n'est pas le compositeur. Cette ligne peut s'appeler, chez Fuchs par exemple, elle s'appelle comme ça, on l'appelle le cantus firmus, évidemment, le terme est latin, on le voit bien, le cantus firmus, que j'utilise toujours, j'ai écrit CF ici pour bien montrer que c'est la ligne qui est imposée, que c'est la ligne à laquelle je ne touche pas. C'est le cas, je parlais de Bach, par exemple, des chorales qu'il harmonise à 4 voix, mais le choral chez Bach apparaît des fois dans des polyphonies en valeur longue, etc. Ce sont encore des techniques finalement médiévales qui ont leur origine à l'époque médiévale. Ce cantus firmus ici, ah oui, cantus firmus signifie, ça veut dire firmus ferme en quelque sorte en français, ferme, c'est-à-dire le chant arrêté, celui auquel je ne touche pas, et je vais écrire au-dessus le contrepoint. Hein.
et que j'écrirai au-dessus ou en dessous. Ce que je veux dire, je reviens à mon propos sur les voix, c'est que si par exemple mon texte est celui-ci, Do, Ré, j'écris un texte en Do, qu'on écrit toujours en ronde, Fa, Sol, imaginons ça. Le travail de l'étudiant en contrepoint, c'est de s'approprier ce texte, c'est-à-dire de le chanter, de le jouer, de l'entendre, de le mémoriser. Pas question de commencer à travailler, je le dis pour l'harmonie aussi d'ailleurs, pas question de commencer à réfléchir qu'est-ce que je mets au-dessus, qu'est-ce que je mets en dessous. Non, 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 pas du tout. Je ne fais rien d'autre qu'écouter le chant donné, me l'approprier, le mémoriser. Bon, ça c'est une étape, bien sûr. Le comprendre, voir ici qu'il y a un petit élément conjoint, qu'il y a un saut de cartes, etc. C'est tous ces éléments-là, ça n'est pas de l'analyse, c'est ça, la simple observation, mais elle est absolument capitale. Cette première étape étant effectuée, je vais maintenant rentrer dans la réalité, c'est ça que je parlais quand je parlais des voix. Je rentre dans la réalité concrète, humaine, charnelle, si j'ose dire. Je vais donner ce chant à une des 4 voix. Je vais choisir une voix, y compris le chant donné. Il m'est donné, c'est la ligne mélodique qui m'est donnée, mais je peux le transposer, ce qu'on ne fait pas en harmonie par exemple. En harmonie, quand on a des chants donnés ou des basses données, on les laisse dans la tonalité, dans le ton dans lequel ils sont. En contrepoint, pas du tout. C'est donné, mais je le confie, je le rends charnel en quelque sorte, je l'incarne, et je l'incarne, je le fais chanter par une voix, et donc si je décide par exemple de donner ce chant à la voix supérieure au soprano, ou par exemple à l'alto, eh bien je vais le transposer. Par exemple, je vais écrire en clé de sol, je vais parler des voix après des clés, pour l'instant j'écris en clé de sol, je vais décider par exemple de le faire en La, donc je le reproduis La, Si, La, et je saute d'une carte Ré, Mi. D'ailleurs, chose un peu drôle, ça n'était pas prévu, on voit bien que ce sont les mêmes notes placées au même endroit, mais la clé permet de le lire différemment. Donc je m'empare du chant, je le confie à une voix, il prend une réalité, il s'incarne. À partir de là, je pourrais travailler, mais seulement à partir de là. Ça ne doit pas rester quelque chose de, poursuivons l'image, de désincarné. Attention, c'est vraiment très important. Le terme de cantus firmus peut être certain, et moi-même d'ailleurs, ça dépend, peu importe, il n'y a pas de... On l'appelle aussi le chant donné, bien sûr. Alors ensuite, le travail à 2 voix consiste à choisir une autre voix et donc d'écrire plusieurs contrepoints, mais de toute façon, on doit produire au moins un travail, enfin pas au moins, on en produit plusieurs, 3, 4, 5, 5 versions. Généralement, je conseille un minimum de 3 versions, 4 versions du même texte. Bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il doit être écrit, on doit écrire avec le cantus firmus, choisissons le terme cantus firmus tel qu'il est employé par Fuchs, on écrit au-dessus le contrepoint, et on écrit aussi des versions avec le contrepoint en dessous. Donc on voit bien, c'est un jeu permanent, on réfléchit aux intervalles qui sont au-dessus du chant donné, mais aussi aux intervalles qui seront produits par un contrepoint placé en dessous. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, je voulais dire une autre chose à laquelle je tiens particulièrement, et j'invite tout un chacun à faire cet effort. Je sais que ça n'est pas toujours le cas, personnellement je le regrette. C'est que j'incarne la voix, donc le lecteur du texte que j'ai écrit doit tout de suite comprendre à qui j'ai confié le cantus firmus, à qui j'ai confié le contrepoint. Donc pour que ce soit identifiable immédiatement, que cette écriture ait sa personnalité, j'emploie le terme de personnalité, je vais en faire référence à la personne qui le chante, je lui attribue sa clé. Donc si je choisis le soprano, j'utilise la clé de soprano, c'est-à-dire la clé d'ut 1. On appelle clé d'ut 1, on l'appelle clé de soprano. Pour l'alto, j'utilise la clé d'ut 3 que j'appelle désormais clé d'alto. Pour le ténor, j'utilise la clé d'ut 4 que j'appelle clé de ténor. Et pour la basse, j'utilise la clé de fa que j'appelle désormais clé de basse. Soyons raisonnables. Dans un premier temps, ce jonglage des clés peut présenter quelques difficultés, peut présenter aussi une forme
de non-immédiateté, je veux dire quand on est musicien, qu'on a lu en clé de sol, en clé de fa, un texte très simple en ronde est lisible du premier coup. Quand il est en clé d'ut, si on n'a pas l'habitude des clés, il n'a pas cette immédiateté de lecture. Donc on peut s'autoriser, soyons raisonnables, on peut s'autoriser la clé de sol et la clé de fa, mais je suggère en tout cas, qu'après un travail en clé de sol, clé de fa, on fasse la transcription dans les clés, produire un travail fini, accompli, parfait au sens originel du terme, avec les clés, les vraies clés. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, je voudrais dire une autre chose. Alors je passe à un autre petit sujet. Une des caractéristiques du contrepoint, contrairement à l'harmonie tonale. Quand on étudie l'harmonie, dans un premier temps, après on peut faire 1000 choses, mais on étudie l'harmonie tonale. C'est-à-dire l'harmonie qui utilise la gamme majeure et la gamme mineure, les tonalités majeures et les tonalités mineures. Pour le contrepoint, non. On utilise les modes, différents modes. Donc on utilise certes Do, le mode de Do, c'est-à-dire la gamme majeure, mais on peut avoir le mode de Ré, le mode de Mi, le mode de Fa, le mode de Sol qui est une gamme majeure qui n'a pas de sensible, le mode de La qui est un mode mineur qui n'a pas de sensible, certains l'appellent mineur naturel, mais on peut utiliser aussi bien sûr, et bien sûr très souvent on le fait, le vrai mode mineur, c'est-à-dire un mode de La mais qui est pourvu d'un Sol dièse, etc. Donc il faut tout de suite rentrer dans ce système modal. Alors, je fais une petite réflexion un peu agacé, parce que je l'ai été à certaines époques. Attention, il faut remettre un petit peu, si je veux dire, les pendules à l'heure en matière de mode. Bien souvent, écrire en mode de Ré, pour certains, c'est un peu inéluctable, hein, donc je ne reproche rien à personne, c'est un peu inéluctable, mais je trouve des fois que les choses sont un peu vaines. C'est que c'est finalement écrire des notes qui commencent, des lignes mélodiques qui commencent par Ré, qui finissent par Ré. Bon, alors ça pourrait commencer par La et finir par La, par Sol et finir par Sol. La caractéristique dorienne, puisque je parle du mode de Ré, ce qui est le mode dorien, est assez peu perceptible, c'est finalement une suite de notes. Voilà, donc il faut quand même avoir un peu la conscience du mode dorien quand on l'utilise. Je suggère, ça c'est ma pratique à moi, mais je pense qu'elle n'est pas mauvaise, que quand j'ai eu l'occasion de faire travailler le contrepoint, je donne une ligne mélodique en majeur. Si tant est que ce soit possible, ce qui n'est pas toujours le cas, je suggère de la rendre mineure, mineure dite naturelle, mineure tonale, dorien. Alors évidemment, par exemple, une ligne mélodique comme ça que j'écris en clé de sol, qui par exemple c'est Do, Ré, La. Alors ça, en majeur, tout va très bien. Ici, j'ai une quinte. Non, pardon, c'est pas ça que je voulais écrire. Ça aussi, mais peu importe. Je préfère donner un exemple plus parlant encore. Par exemple, Do, Ré, Mi, La. Ligne mélodique extrêmement courante, mouvement conjoint initial, saut de carte. Hein, ça c'est typique, on trouve ça très très souvent. Et bien ici, si c'est dorien, le dorien c'est le mode de Ré. Le dorien est un mode apparenté au mineur, donc son troisième degré est bas, donc le mi est bémol, mais la caractéristique du dorien, c'est que son sixième degré est haut, c'est-à-dire que do mineur serait do, ré, mi bémol, la bémol, donc ici on a une carte juste, mais en dorien, le la est bécard. Donc cet élément-là n'est pas possible en dorien, puisque bien sûr, on le sait, mélodiquement, on ne franchit pas les intervalles augmentés et diminués en contrepoint. Donc le triton ici, évidemment, n'a pas sa place du tout. Donc ce que je suggère, c'est des fois de transformer les lignes pour faire des essais dans le travail, en faisant attention que passer d'un mode à l'autre n'est pas possible pour toutes les lignes mélodiques. Voilà ce que je voulais dire.